Bienvenue à La santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois cette semaine, dans le cadre de la Semaine québécoise de l'orientation, Mme Josée Landry, présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Les responsabilités et les interventions des conseillers et conseillères vont bien au-delà du stéréotype de l'intervention en milieu scolaire au moment des choix de profil pour le cégep. Et cet entretien vous permettra de l'apprécier pleinement. J'ai également voulu trouver réponse à quelques questions. Comment aider notre adolescent dans ses propres choix? Comment ne pas nuire? Y a-t-il un profil type pour étudier en santé? Je suis convaincu que vous allez adorer cette entrevue. Bonne écoute! Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Josée, bon matin. Bon matin, Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bon. Toi? Oui, merci de m'accueillir dans les bureaux. Est-ce qu'on dit LOCOC? Est-ce que à l'interne... Il y en a qui disent LOCOC. Moi, je préfère dire l'OCCOQ. Tu sais, je découpe ça, okay. Mais c'est le même endroit. C'est l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Alors, on est vraiment dans ton bureau. Donc, tout à fait. Alors, l'entrevue se tient, le hasard vu que l'entrevue se tient dans le cadre de la Semaine québécoise de l'orientation, qui aura lieu du 13 au 17 novembre. 2023, donc, cette année. Qui a lieu cette semaine, donc durant toute la semaine, pendant 4 jours. Donc, pourquoi cette Semaine québécoise de l'orientation, les activités, le but de... Bien, le but de la Semaine québécoise de l'orientation, c'est la 17e année. Mm-hmm. Alors, ce qu'on veut faire dans cette semaine-là, c'est vraiment faire connaître les services d'orientation à la population en général. Nos services qui sont souvent méconnus, hein, parce que les gens pensent de façon populaire, mais c'est vrai là, qu'on intervient qu'en choix de carrière avec les élèves du secondaire. Je suis l'un de ceux qui pensaient cela jusqu'à il y a quelques jours, quand j'ai commencé à préparer l'entrevue. On va y revenir tout à l'heure. Mais on n'en veut pas à personne pour ça, là. Non. Parce que c'est vrai, là, il y a quand même... On est 2500 conseillers d'orientation au Québec. Non, 2600, correction, maintenant. Et à peu près la moitié de nos membres interviennent dans le réseau de l'éducation. Là, ça veut dire au niveau secondaire avec les jeunes, donc enseignement général des jeunes, formation professionnelle, enseignement général adulte, au niveau collégial, au niveau universitaire. Alors, c'est quand même plusieurs de nos membres là, de conseillers, conseillères d'orientation, mais il y a quand même plusieurs autres domaines dans lesquels on intervient. Alors, on veut faire connaître ça à la population. Puis aussi, cette année, ben, on oriente aussi, jeu de mots, notre Semaine québécoise de l'orientation. Pour nos membres aussi, là, on veut offrir... Et non pas seulement pour le public. Et non pas seulement pour le public. Là, on veut prendre soin de nos membres. Là. Depuis la pandémie, là, c'est la 2e édition là, qu'on veut... on veut aider nos membres aussi là, pour leur donner des outils, leur permettre d'échanger entre eux. Donc, on va faire aussi une activité avec les étudiants et étudiantes, les candidats, candidates à la profession. On va offrir une conférence aussi avec Jacques Forêt, qui est psychologue, conseiller en ressources humaines agréées aussi, sur la motivation. Et on va offrir ça à nos conseillers, conseillères d'orientation étudiants et étudiantes aussi, en orientation. Alors, c'est en gros les activités. Puis il y a des conseillers et conseillères d'orientation partout au Québec qui vont faire des activités. Puis on a un site Internet aussi là, qu'on va diffuser.
Et notre page Facebook. Exact. Et tu parlais des autres rôles du conseiller ou de la conseillère en orientation, puis c'est vraiment large, là, quand on visite le site. As-tu des exemples, ce qui pourrait être le plus loin de l'image? De ce qu'on connaît. Oui, là. ben, tu me parlais tout à l'heure, sans citer les détails d'une intervention dans une industrie, là, pour une chose à laquelle je n'aurais jamais pensé, mais qu'est-ce qui serait le plus loin là, du préjugé, si on veut, qu'on peut avoir? Populaire, là, Exactement. la connaissance populaire qu'on a. Ben, tu vois, moi, si je me prends comme exemple, je suis une conseillère d'orientation qu'on dit organisationnelle, même si ce n'est pas un titre officiel, là. Mhm. Un peu comme on parle des psychologues industriels, là, conseiller d'orientation organisationnelle. Donc, moi, j'interviens dans les organisations, dans les entreprises. OK. Alors, tout ce qui est, par exemple, du recrutement de personnel, du coaching de gestionnaire, consolidation d'équipe, évaluation du potentiel quand on fait de l'embauche de nouveaux personnels, évaluation de la relève dans les entreprises, développement des compétences. Donc, tout ce genre-là d'intervention. On a aussi plusieurs conseillers d'orientation qui interviennent auprès de différentes clientèles dans des organismes en développement de l'employabilité, qu'on appelle. Donc, auprès des clientèles, par exemple, des personnes immigrantes qui veulent intégrer le marché du travail ou les études, donc qui arrivent au Québec, puis qui ont besoin là, d'aide en orientation ou en intégration là, au marché du travail. Par exemple, des femmes, des personnes en situation de handicap, physique ou intellectuel. Ça pourrait être des jeunes ex-placés de la protection de la jeunesse qui ne sont plus dans les services de la DPJ, qui ont besoin de services. Qui doivent intégrer une vie normale. Bien, c'est ça, là, le marché du travail ou les études. Donc, toutes ces clientèles-là. Ensuite, il y a des conseillers d'orientation dans le réseau de la santé. On pourra en reparler plus tard. Tout à fait. Donc, ils travaillent avec les clientèles en santé mentale, en réadaptation, encore une fois, physique, intellectuelle, ce qu'on appelle les clientèles DI-TSA, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme. Santé mentale, je l'ai dit. Puis, on a des conseillers d'orientation, qui travaillent avec une clientèle dans leur bureau privé. OK. Alors, là, dans les bureaux privés, là, c'est large. Là. Donc, c'est toutes ces clientèles-là qui peuvent venir nous consulter dans nos bureaux privés. OK. Puis, simplement pour rappeler aux auditeurs, parce que ce n'est pas toujours clair, le rôle d'un ordre professionnel, il y a beaucoup de gens, dans le corps médical aussi, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui pensent que le Collège des médecins protège les docteurs ou... Qu'est-ce que ça fait, un ordre professionnel? C'est une bonne question. Bien, premièrement, on est 46 ordres professionnels au Québec. C'est ce qu'on appelle le système professionnel, en fait. Donc, comme tu le dis, le Collège des médecins est un ordre professionnel comme l'Ordre des conseillers d'orientation. La mission des ordres professionnels, c'est de protéger le public. La protection du public se fait par, entre autres, la surveillance de la pratique de ses membres. Donc, on doit s'assurer que nos membres sont compétents, donc possèdent la compétence pour exercer leur rôle ou, en fait, pratiquer leur profession. On a des activités réservées, des actes réservés. Comme les médecins, la médecine est un champ d'exercice qui est réservé aux médecins. On ne peut pas pratiquer la médecine si on n'est pas médecin. Par exemple, l'orientation n'est pas réservée. Mais nous avons des activités réservées. Alors, comme ordre professionnel, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'exercice illégal. Bien, on doit s'assurer. Si on est témoin d'exercice illégal... Ou un signalement. Ou si on reçoit un signalement, parce qu'on n'a pas des yeux partout. Donc, on fait confiance. On se dit, bien, si les gens voient un exercice illégal d'une activité réservée aux conseillers d'orientation ou encore une personne qui porte le titre qui est réservé de conseiller d'orientation, bien, ils peuvent le signaler à l'ordre. Même chose pour la médecine. Alors non, on ne protège pas nos membres, mais on peut les former par contre. Et c'est une autre manière d'assurer la protection du public, c'est de favoriser le développement des compétences de nos membres en offrant de la formation. Alors, l'autre chose qu'on fait, c'est l'inspection. Quand on parle de surveillance, là, c'est qu'on fait l'inspection. Donc, on doit avoir un programme de surveillance
de la pratique de nos membres. Alors, on a un certain nombre de membres à inspecter par année. Puis ça, c'est une loi, c'est dans le Code des professions. Ça fait partie des obligations d'un ordre professionnel. Alors, c'est la différence avec une association ou un syndicat qui, lui, protège ou en tout cas représente ses membres professionnels. Donc, souvent, on va avoir un ordre professionnel et des associations qui vont, dont les professionnels vont être membres. Donc, l'ordre professionnel émet des permis pour que les professionnels aient le droit de pratiquer, mais en même temps, va les surveiller. Mhm. Et cette même professionnelle-là va aussi être membre d'un syndicat ou d'une association pour faire respecter des droits ou se faire représenter auprès du gouvernement ou différentes instances pour obtenir, par exemple, là, on le voit en ce moment là, dans le réseau de la santé, des conditions salariales ou des conditions de travail. Mhm. Ça, ce n'est pas des dossiers d'ordre professionnel. Comment devient-on disons, le cursus académique pour devenir conseiller en orientation? Donc, il y a un bac en orientation, mais on peut faire autre chose aussi? Bien là, il y a un baccalauréat et une maîtrise. Mm. Alors, pour devenir conseiller d'orientation, on doit détenir une maîtrise. En Donc, orientation. de 2e cycle, D'accord. évidemment. Alors, il y a 3 universités au Québec en ce moment qui forment les conseillers d'orientation, conseillères d'orientation, donc Sherbrooke, UQAM et Université Laval. Alors, c'est admission automatique. Alors, à partir du moment où on a réussi la formation, on peut déposer une demande là, pour avoir un permis de pratique. Sinon, comme tous les ordres professionnels, on peut passer par l'admission par équivalence. Mhm. Alors, on peut avoir d'autres cursus scolaires, puis déposer un dossier à l'ordre professionnel, puis voir là, est-ce qu'on a des équivalences qui peuvent être reconnues et est-ce qu'on peut avoir à compléter des formations ou des stages ou des supervisions. Puis, il peut y avoir d'autres cursus qu'on peut avoir fait et accéder à la maîtrise en orientation. Ou encore, bien là, ça va se passer au niveau universitaire, là, où on va faire évaluer notre baccalauréat ou toute autre formation qu'on va avoir complétée. Puis, on va voir si on a des équivalences qui vont être reconnues, puis peut-être moins là, de cours à faire au niveau de la maîtrise. Donc, on pourrait penser, par exemple, quelqu'un qui a un baccalauréat en éducation, psychologie ou autre, qui a travaillé un certain temps, fait la maîtrise en orientation, devient conseiller en orientation. Tout à fait, oui, oui. D'autres baccalauréats que celui d'orientation peuvent mener à la maîtrise en orientation. Mais là, à ce moment-là, il faut faire évaluer notre dossier par l'université là, qui nous intéresse. Alors ça, c'est le comment. Puis l'autre question, c'est le pourquoi. Pourquoi devient-on conseiller en orientation? Puis là, je m'imaginais la scène où un jeune ou secondaire cégep va voir le conseiller en orientation et se fait suggérer de devenir conseiller en orientation. Ça m'est déjà arrivé. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale, vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Alors, pourquoi devient-on conseiller d'orientation? Ça m'est déjà arrivé, Jean-Pierre. OK. Quand j'étais en pratique privée, il y a une personne,
je me rappelle pas si c'était une personne adulte ou un étudiant qui m'a dit, moi, c'est ton travail que je veux faire. OK. J'étais très fière Tout à fait. parce qu'il m'a dit, t'as l'air d'aimer vraiment ça Ah beaucoup. oui? Ben, j'ai dit, c'est vrai. Ah oui. Alors, il s'est dirigé vers ma profession. Pourquoi on fait ça? Ben, je peux te dire pourquoi moi je l'ai choisi, pourquoi je le fais. C'est vraiment pour, ben, premièrement, c'est une profession qu'on appelle du domaine de la santé mentale et des relations humaines. Ça, c'est vraiment le terme, je dirais, dans le système professionnel, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, c'est une des professions de la relation d'aide. C'est une profession du domaine de la santé mentale, donc de la psychologie, qui est beaucoup plus large que ce qu'on pense, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui fait vraiment le lien entre la personne, sa carrière et sa formation. Donc, c'est très global. Euh, Pourquoi l'orientation plutôt que la psychologie, le travail social, la psychoéducation? Je dirais que ce sont des professions assez cousines ou sœurs, ou on pourrait prendre n'importe quel lien de parenté. Quand on regarde ça de l'extérieur, on peut se dire, ben, une ou l'autre, c'est à peu près la même chose. Si on s'intéresse vraiment aux liens que la personne peut faire entre ses projets personnels et professionnels, à l'identité, à la construction de l'identité de la personne, comment elle peut voir dans un tout ses projets actuels et futurs, parce que l'orientation, là, c'est, je dirais, de l'enfance à la retraite, là, parce qu'on conseille des personnes même pour la préparation à la retraite. OK. Hein. C'est tout au long de la vie, l'orientation. Alors ça fait qu'on intervient à toutes les étapes de la vie. Parce que c'est pas juste le choix de carrière, on voit beaucoup de personnes en réorientation, en questionnement professionnel. Il y a des personnes qui viennent nous voir parce qu'elles sont mêlées. OK. Parce qu'elles aiment plus leur travail, mais elles ne savent pas pourquoi. Par où on prend ça? C'est fantastique. Toutes les portes sont ouvertes? Toutes les portes sont ouvertes, mais en même temps, la personne pense que toutes les portes sont fermées. OK. On voit des gens qui sont en épuisement professionnel. On pense souvent qu'il n'y a que la psychothérapie qui est salutaire, alors qu'en orientation, quand on regarde notre champ d'exercice, on peut aller très loin sans faire de psychothérapie pour aider la personne à comprendre ce qui se passe, à identifier. Notre champ d'exercice, nous, là, c'est évaluer le fonctionnement psychologique, les ressources personnelles et les conditions du milieu de la personne pour l'aider à avoir un projet qui a du sens, puis à prendre des décisions personnelles et professionnelles. Mais à quel moment durant cette relation-là, est-ce qu'on en arrive parfois à dire, ben, on est rendu un peu trop loin pour mes ressources, là, il faut peut-être aller en psychothérapie ou à la limite, peut-être, je pense que vous faites peut-être une dépression majeure ou... On ne peut pas dire ça, nous. OK, ben je pense peut-être que vous devriez consulter ou autre, là. Oui. Bien, tu sais, tout professionnel doit, dans n'importe quelle profession, chaque professionnel doit respecter les limites de son champ d'exercice et de ses compétences. Donc, le conseiller ou la conseillère d'orientation doit voir... Bien, moi, je ne suis pas psychothérapeute. D'ailleurs, les conseillers d'orientation avec une attestation peuvent être psychothérapeutes. Hein. OK. Ça fait partie là, des activités réservées qu'on détient avec une attestation. Et on a aussi l'évaluation du trouble mental avec une attestation. OK. Moi, je n'ai pas ces attestations-là, mais on en a des conseillers d'orientation qui les ont. Si on a ces attestations-là et qu'on est dans une démarche d'orientation, c'est possible d'aller un peu plus loin. D'aller plus loin. Mais ce qui est important, c'est, et c'est ce que notre formation et notre expertise nous permet de faire, c'est qu'on est formé pour voir, mon intervention en orientation et mon expertise ne me permet plus d'aller plus loin en ce moment. C'était le sens de ma question, c'est ça. Et je vais devoir référer soit à un neuropsychologue pour évaluer un trouble neuropsychologique d'après moi, parce que mon observation clinique ou mon jugement clinique m'amène à voir qu'il y aurait peut-être, où j'observe des traits, où je vois la limite de mon intervention.
ou référer à un conseiller d'orientation ou un psychologue pour une évaluation du trouble mental, ou encore référer en psychothérapie. Et parfois, moi, je l'ai vu souvent là, dans une clientèle que j'ai eue, les personnes viennent nous voir, ils sont déjà en psychothérapie. OK. Et le psychothérapeute ou le psychologue a suggéré, ça serait intéressant que tu vois un conseiller d'orientation pour parler de tout l'aspect retour au travail, retour aux études. Ça, c'est très intéressant quand on peut travailler en interdisciplinarité puis en collaboration interprofessionnelle. Moi, j'ai vu des gens qui voyaient un ergothérapeute, il était en psychothérapie, puis il me rencontrait. OK. Donc là, on a vraiment, par exemple, des gens en réadaptation avec des limitations fonctionnelles qui avaient été évaluées, qui étaient en retour au travail, puis étant en processus d'orientation, puis en psychothérapie en même temps. Et ça fait un processus vraiment complet. Assez là. complexe en même temps. Donc, chacun dans son champ d'exercice, chacun dans ses, je dirais, dans ses compétences, dans son expertise, aide la même personne. Ça, c'est vraiment intéressant. Là. L'anecdote dont nous parlions tout à l'heure avant d'entrer en ondes, là, sans rentrer dans les détails, où tu interviens dans une industrie, le client à ce moment-là, c'est le patron de l'industrie ou c'est l'employé qui est la source peut-être de... C'est intéressant. Ta question est très intéressante. Là, on entre dans la notion de tiers payeur. OK. Peut-être qu'il y a d'autres professions qui ont la même... Donc, pour préciser, donc l'employeur te contacte parce qu'il veut peut-être évaluer le dossier d'un employé. Exact. Donc, savoir, toi, dans le fond, ton client. Alors, qui est le client? Ta question est très intéressante. Puis il y a d'autres professions là, qui vivent la même situation. On entre dans la notion de tiers payeur. C'est le même cas, par exemple, si je suis conseillère d'orientation en pratique privée et qu'une compagnie d'assurance ou la CNESST ou la Société d'assurance automobile m'envoie une personne pour l'évaluer, pour faire un projet de retour aux études ou retour au travail. J'ai quelqu'un d'autre qui me paye, mais j'ai une personne dans mon bureau qui est mon client dans mon bureau. Alors, qui est mon client? C'est toujours la personne qui est dans mon bureau. C'est ma personne cliente qui est dans mon bureau. La personne qui me paye est aussi mon client parce que c'est la personne mandataire, je dirais, qui me donne le mandat. Il ne faut jamais oublier qu'on est tenu au secret professionnel. Les médecins aussi, hein? Mm-hmm. Vous êtes tenu au secret professionnel. Donc, ce que je peux dire à mon client mandataire, c'est ce que... je vais répondre à sa demande. Par exemple, est-ce que cette personne-là, si je reprends ta question, là, est-ce que cette personne-là, employeur, là, tu me demandes, est-ce que cette personne-là répond aux exigences du poste? Oui. Ou non? Non. Peut-être. Voici ses forces. Peut-être. Parce que c'est rarement blanc ou noir, là. Mm-hmm. Voici ses forces. Voici les points de vigilance. Voici comment vous pourriez l'intégrer dans le poste. Voici comment vous pourriez la former, etc. Mais ça va s'arrêter là. Mm-hmm. Parce que souvent, je vais avoir eu des confidences de la personne. Par exemple, j'ai vécu du harcèlement dans un emploi, ça m'a enlevé de la confiance en moi. Bon, je vis une situation, moi, j'ai vécu une situation de divorce. Peu importe, des choses personnelles. Je vois pas pourquoi je parlerais de ça à l'employeur. Ça n'a rien à voir avec ses compétences pour occuper le poste. Mm. Voilà. Dans ton cas, qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine-là? Donc, c'est à l'adolescence? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Ou, Et moi, là, pourquoi ça fait-on m'a pris un du bac temps. en orientation? Moi, ça m'a pris du temps. OK. J'ai changé d'idée tellement souvent, là. Mes parents pourraient t'en parler. Oh. Bon, on va ils sont ici, d'ailleurs. Non? Ils sont... Faites-les entrer. J'ai changé d'idée tellement souvent, là. J'ai voulu faire toutes sortes de choses. Mais c'était toujours en lien avec les autres, avec les personnes, avec... Puis, en fait, j'avais fait une demande pour... moi, je suis un produit de l'Université Laval. J'avais fait une demande pour être en droit. OK.
Et mon deuxième choix, c'était l'orientation. J'ai été refusée, mais acceptée sur liste d'attente en droit, OK. mais acceptée en orientation. J'ai dit, ben, je vais y aller. On verra. Parce qu'il n'était pas question pour moi de ne rien faire. Et je suis tombée en amour, là. Vraiment. Là. Moi, j'ai dit, je ne veux pas aller nulle part ailleurs. Dès le début? Dès le début. Parce que parfois, les premiers cours dans un bac, c'est pas toujours les cours qui non, moi... viennent nous chercher tout de suite. Moi, là, j'ai eu mon premier cours de psycho, là, puis j'ai fait, moi, c'est ça que je veux faire. Ah oui. Développement vocationnel. J'ai adoré ça. Vraiment, là, je suis entrée dans un monde, là. Et moi, je suis entrée au bac. On m'a dit, vous êtes la première cohorte qui allait sortir avec la maîtrise obligatoire pour devenir membre de l'ordre, pour porter le titre de conseiller d'orientation. Je dis, OK. Comme un peu la naïveté de la jeunesse. Mm-hmm. Moi, OK. Fait que de 3 ans, je passais à 5 ans de formation. Pas de problème. Alors, moi, j'ai fait ça d'un trait. Là. Je suis sortie à 23 ans. Puis, et petite histoire, moi, mon père était en entreprise manufacturière. Puis, à chaque souper, il racontait ses histoires de la journée. Puis moi, je me disais, moi, je veux travailler comme ça. Plus tard, c'est ça que je veux faire. Je veux travailler dans une entreprise. Fait que quand j'ai fait mon stage de bac, je suis allée voir la responsable des stages, puis j'ai dit, moi, je veux travailler dans une entreprise. Elle dit, ça n'existe pas. OK. Ça n'existe pas. Puis elle dit, j'en ai pas de stage de ça. Mais j'ai dit, si je m'en trouve un, elle dit, ben, si ça répond aux critères, ça va être correct. Fait que moi, encore une fois, l'enthousiasme de la jeunesse, j'ai fait mon cold call, qu'on appelle, hein, j'ai fait ma recherche. Et je me suis trouvé un stage aux ressources humaines du Musée de la civilisation à Québec. Et tout un stage, là, vraiment, j'ai fait on m'a confié un mandat là, de faire un sondage sur les besoins de formation des employés, puis de faire une recherche de formateurs en lien avec les 5 plus grands besoins. J'ai cherché des formateurs, j'ai monté un programme d'atelier. Ça, c'était la 3e année du bac? Oui. OK. Et j'ai su, il y a peut-être 6 ans. Ça roule encore? Que c'est devenu après un milieu de stage à chaque année. OK. Pour les étudiantes de l'Université Laval en orientation. Est-ce que le stage porte ton nom? Oh mon Dieu, je vais faire la demande. Et donc, ce que je vois, c'est que probablement, c'est quelque chose comme l'orientation organisationnelle qui était en moi. Mm-hmm. Puis, d'un autre côté, je dois dire que ma mère, c'est une personne très, très bienveillante, très accueillante. Moi, j'ai toujours dit que ma mère, c'est une personne zen. Fait que je pense que je porte ça aussi en moi, là, ce côté d'accueil des gens. Puis, donc, je pense que c'est ces deux côtés-là là, que j'ai en moi là, qui m'ont amené à continuer dans ce domaine-là, là, puis d'aimer ça. Là. Ce qui m'a surpris un peu, c'est que tu travailles encore. Oui. Ma question t'a surprise aussi, mais je me disais, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt potentiel? Tu es la présidente de l'ordre qui te surveille, puis tu travailles comme toi. Si toi, par exemple, là, tu fais, entre guillemets, une coche mal taillée, ben oui. Qu'est-ce qui va arriver à l'ordre? Tu vas être exclu du dos. Comment on va analyser une plainte contre vrai, Josée Landry à l'ordre? Présidente, c'est ça. Ben écoute, premièrement, oui, je travaille encore parce que, ben premièrement, comme présidente, je travaille. Non, c'est un travail. Mais c'est 3 jours, la présidence. J'imagine que tu aimes ça aussi, probablement. Tu sembles aimer ton métier. Donc ça serait une bonne raison pour continuer. Mais c'est sur la mécanique, je te dirais. Ben écoute, la présidence à l'ordre des conseillers d'orientation, c'est 3 jours. Alors, je pensais que ça me laisserait du temps pour continuer ma pratique, mais j'ai été obligée de laisser ma pratique parce que ça ne fonctionnait pas. Là, en ce moment, il y a une entreprise que j'accompagne qui m'a demandé là, de l'accompagner. Puis c'est quelqu'un là, que je connais depuis longtemps, une entreprise que je connais depuis longtemps, donc qui est en expansion. Donc, j'ai accepté, qui connaît les limites de ma disponibilité, puis qui accepte aussi. Donc, c'est tout le principe de consentement éclairé, libre et éclairé, qui sait que
on peut avoir une réunion et de planifier, puis que je doive l'annuler à la dernière minute parce que j'ai un J'ai cédulé impondérable. un podcast. Non, c'est pas vrai. Non, OK. mais j'ai un impondérable, par exemple, une convocation Mhm, d'un ministre ou peu mhm. importe, là. Donc, c'est le principe du consentement libre et éclairé, premièrement. Ils sont au courant de ça, puis ils sont d'accord avec ça. Donc, connaissent mes limites. Et pour la mécanique, ben, c'est comme un autre membre. Hein. Tu sais, si je suis tenue à respecter mon code de déontologie, le secret professionnel, puis j'agis de la même façon avec ma clientèle que les autres conseillers d'orientation. Si jamais j'étais pas gentille, puis je faisais Mhm, quelque chose mhm. là, de pas correct, ben là, il faudrait nommer un syndic ad hoc pour faire enquête sur ma C'est pratique. ça. C'est ça que je pensais. Par exemple, comme tout membre du conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un ordre professionnel est formé des membres En pratique. de l'ordre, c'est ça. Alors, si jamais il y avait une demande d'enquête sur un membre du conseil d'administration ou un membre du siège social aussi, hein, d'un ordre professionnel, il y a des membres de l'ordre professionnel, là, pas juste chez les conseillers Mhm. d'orientation, il faut nommer un syndic ad hoc qui est OK. complètement indépendant du bureau du syndic qui fait enquête. Qu'est-ce qui t'a amené à l'ordre, finalement, cet intérêt pour la gestion, pour d'abord la vice-présidence, la présidence? Ça, c'est... C'est de la politique, puis c'est des relations publiques, puis c'est de la gouvernance. OK. C'est ça la présidence de l'ordre, c'est ça le conseil d'administration, je dirais. Mhm. Écoute, au départ, on est venu me chercher. Là. On m'a dit est-ce que ça t'intéresserait d'être au conseil d'administration? Il y avait des gens au conseil que je connaissais qui m'ont dit il me semble que ça serait intéressant. Mhm. Puis c'est par région, hein, dans tous les ordres professionnels, tu as des membres de l'ordre qui représentent des régions. En fait, c'est pas comme de la politique gouvernementale, provinciale ou fédérale. Là. On ne représente pas des membres, là, on représente des régions dans le sens que on essaie, dans un conseil d'administration, d'avoir une représentation régionale pour avoir une représentation des besoins régionaux du public, par exemple, parce que c'est pas pareil à Montréal, au niveau du public, que la Gaspésie, par exemple. Donc, on a des membres de chaque région. Puis, en tout cas, à l'ordre des conseillers d'orientation, on essaie d'avoir des représentants de chaque secteur de pratique aussi. Mais bon, ça, on n'est pas toujours, c'est pas toujours possible, mais on essaie de l'avoir. Donc, au départ, j'ai dit, ben, j'ai pas ce qu'il faut pour faire ça. Mais ça m'intéressait. OK. Mais je suis venue et je me suis rendu compte que j'étais capable. OK. Et je suis une personne très, très, très engagée. Donc, quand j'embarque dans quelque chose, c'est à fond. Puis là, bon, finalement, je suis entrée dans l'exécutif. Finalement, je suis devenue vice-présidente. Puis là, j'ai dit, ben moi, j'ai envie d'en faire Plus. encore plus. J'ai envie de m'engager encore plus. Donc, j'ai présenté ma candidature à la présidence. Puis mes collègues m'ont fait l'honneur de m'élire en 2016. Alors, je suis devenue présidente en 2016. Puis là, ça fait 7 ans. Sur le site web de l'Ordre, on mentionne notre présidente rappelle souvent que toute personne est en droit d'avoir accès à un accompagnement dans ses décisions, son insertion et sa progression socio-professionnelle. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure là, sur l'accompagnement de. Ouais, ben, moi, il y a une chose qui est bien, bien importante pour moi quand je parle de la mission d'un ordre. Tu sais, il y a la protection du public, mais pour moi, ce qui teinte la protection du public, c'est beaucoup l'accessibilité aux services pour toutes les personnes de la société. Et ça, on parle de services publics. Parce que on a des conseillers d'orientation en pratique privée. Puis là, je parle de tous les services psychosociaux. Là. Je vais y aller plus large. Là. Mhm. Tous les services psychosociaux et les soins, euh, l'accès au privé, c'est une chose, mais il faut avoir les moyens de se les payer. Bien, l'accès aux services publics, ça devrait être là pour tout le monde. Donc, là, en ce moment, là, on vit, là, je vais te contextualiser quelque chose. Là. En ce moment, on vit une pénurie de conseillers d'orientation.
Et je vais parler en je, là, mais je veux parler en on, là. Mhm. On est très, très inquiet pour l'accès aux services publics d'orientation pour la population. Là, je parle des écoles, je parle du réseau de la santé, les organismes en développement de l'employabilité. On parle aussi on travaille pour intégrer les services d'orientation en protection de la jeunesse et auprès des jeunes en transition, en insertion socio-professionnelle, les ex-placés, là, entre guillemets, là, de la protection de la jeunesse. Il y a une baisse d'inscription dans nos programmes. Oui, là, puis bon, on voit, il y a une pénurie de psychothérapeutes, il y a une pénurie de psychologues, il y a une pénurie d'orthophonistes. C'est pas facile, là. Donc, moi, quand je parle de toute personne, là, ben, il me semble que toute personne qui a besoin de services psychosociaux et de soins devrait avoir accès en temps opportun, donc au moment où il y en a besoin. Vivez-vous également un exode vers la pratique privée ou c'est Pas nécessairement, non. mineur dans... C'est pas un phénomène qu'on C'est observe vraiment la tant que ça. baisse des inscriptions, puis... Donc, si on a une baisse d'inscription, ben, tu sais, je l'ai dit, ça prend 5 ans former un conseiller ou une conseillère d'orientation. Ben, au bout de la ligne, on a moins de membres. Ben, au bout de la ligne, on a moins de personnes qui peuvent offrir des services à la Est-ce que population. vous disiez qu'il y a 2500, tu disais 2600, 2600 membres. mais ça se maintient, là. OK. Ça augmente pas. Les besoins augmentent, j'imagine. Les besoins augmentent, qui étaient déjà présents, mais depuis la pandémie, là, ça s'est exacerbé. Je pense que toute la population l'a vu, là. Puis je pense que dans toutes les professions en santé mentale, on l'a vu aussi, là. On disait tout à l'heure, là, les idées préconçues dans la population sur le fait que c'est seulement en milieu scolaire, seulement pour les jeunes. Est-ce que cette perception-là est due au fait que, historiquement, cette profession-là a débuté vraiment son exercice dans ce contexte-là? Ou, Oui, tu as raison. C'est vrai que ça peut être dû à ça. Notre profession a 60 ans cette année. Ça a commencé par une corporation professionnelle. C'était le nom à l'époque. Oui, c'est ça. C'est devenu un ordre professionnel. Quand le système professionnel a été créé il y a 50 ans. Alors, mais quand même, notre profession est assez... 60 ans, là. C'est pas jeune. C'est proche de la retraite. Non. Ouais. Mais notre profession est quand même plus vieille qu'on pense. Elle existe depuis plus longtemps qu'on pense. Puis c'est vrai qu'au départ, ça existait vraiment plus dans le réseau scolaire, là, avec les jeunes. Mais c'est pas parce qu'on dit toujours que on fait pas juste du choix de carrière qu'on ne le fait pas. Mhm. On le fait, puis c'est une partie très importante de notre travail. C'est vrai. Pour les parents qui nous écoutent, Oui. là, donc, puis on a parfois, il y a des jeunes qui disent « Moi, je vais faire ça, là, puis c'est naturel. » Oui. Il n'y a pas de questions qui se posent, mais si on a un jeune qui se pose des questions, en général, les parents vont s'en poser avec lui. Donc, ben, on l'espère. On l'espère. c'est quoi le meilleur moment pour consulter? Si je parle d'âge ou de parcours académique, tu sais, quel âge, quel moment du secondaire, ou pour ne pas arriver trop tard? Oui. Ben, en 4e secondaire, là, il y a des choix de cours à faire, là. Puis souvent, c'est est-ce que je prends mes séances ou pas? OK. Et déjà, je vais te dire quelque chose que je trouve très important et qu'on entend beaucoup. Ouvre-toi toutes les portes. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Il ne faut pas dire ça. Okay. Ben, c'est que ça dépend. Quand je dis ça, c'est non. Prendre le profil, par exemple, sciences-nature, pour parce dire quelque chose. Parce qu'il faut que tu t'ouvres toutes les portes. Mm-hmm. Si tu sais vraiment pas ce que tu veux faire et que tu as vraiment un intérêt pour les sciences et que tu as vraiment une facilité, pourquoi pas? Mm-hmm. Je dis pas non absolument. Mais si tu n'aimes pas les sciences, qu'on n'est pas mal sûr que tu n'iras pas dans ce domaine-là et que c'est quelque chose qui est très, très, très difficile pour toi, qui t'angoisse, qui te fait faire des crises d'anxiété, de panique, pourquoi s'ouvrir ces portes-là ou avoir ce projet-là ou se mettre cette pression-là? Qui ne débouchera sur rien, probablement. Bien, au contraire, qui va déboucher sur
Plus d'angoisse? Point d'interrogation. Plus de stress? Mais pour quel but exactement? Moi, j'invite vraiment les parents à se poser la question, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est s'ouvrir des portes? Est-ce que c'est s'ouvrir toutes les portes ou est-ce que c'est ouvrir des portes qui sont vraiment intéressantes et en lien avec le profil de notre jeune? Mhm. Donc, ce qu'il faut, c'est y aller avec vraiment le profil de notre jeune, puis prendre le temps de réfléchir, parce qu'on veut aller vite souvent. Donc, ce que souvent on va faire, c'est qu'on va aller sur Internet, puis on va regarder les palmarès, les domaines qui recrutent le plus, Les emplois les mieux payés. les emplois les mieux payés. Souvent, là, moi, je me fais demander comme présidente, en entrevue, par exemple, dans les médias, quels sont les domaines qui recrutent le plus, où les salaires les meilleurs, tout ça. Puis moi, je dis, mais je ne vous répondrai pas à ça. Je refuse. Je refuse. Objection. Parce que je prends l'exemple préposé aux bénéficiaires pendant la pandémie. Mhm. Notre premier ministre qui invitait les... On voulait 10 000, je pense. Et moi, j'ai dit à une journaliste, c'est pas fait pour tout le monde, premièrement. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Réfléchissez à ce que ça implique comme profession. Est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que, une fois la formation terminée, vous voyez vraiment avec ces responsabilités, cet horaire? Est-ce que ça convient à votre vie personnelle, familiale? C'est quand même des quarts de travail. C'est quand même voir des personnes en détresse. Il y a toutes sortes de situations rattachées à cette profession-là. Et à quoi on a assisté? Puis moi, j'ai des conseillers d'orientation en formation professionnelle qui me l'ont confirmé, qui me le confirment encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont allées en formation, qui ont laissé la formation pendant ou après ou une fois en emploi. C'est bien beau, là, avoir l'invitation, c'est bien beau avoir la bourse, mais c'est important de prendre son temps et d'aller au-delà de ce qu'on lit, ce qu'on entend, des incitatifs. C'est très bien si c'est fait pour soi, là. C'est très, très bien. Mais si c'est pas fait pour soi, ce qui est malheureux, c'est qu'on vit un échec après. Puis personne ne veut ça. Je pense qu'il n'y a aucun parent qui veut ça pour son jeune. Donc, c'est important de prendre le temps puis de faire attention à ces discours-là, là. Est-ce qu'au Québec, on est trop axé sur la diplomation, le parcours universitaire? Je me suis fait expliquer que dans certains pays européens, parfois, on parlait secondaire 4-5, parfois, on oriente peut-être plus rapidement les jeunes vers des parcours professionnels, alors qu'au Québec, ça peut être perçu comme un échec. Il y a parfois un préjugé là, négatif. Il y a une campagne présentement, depuis cette année. Je dirais ça. Ça s'est renforcé cette année, mais depuis les dernières années, il y a une campagne vraiment de promotion pour la formation professionnelle. Nous, les conseillers d'orientation, ça fait longtemps là, pour nous, il n'y a pas un niveau d'études préférable à un autre. Mais disons, en dehors de la profession, là, dans la population générale. Il y a une valorisation, je pense, là, peut-être, là, de la diplomation en formation en enseignement supérieur, peut-être. Mais on sait que ce n'est pas fait pour tout le monde. On voit des gens là, qui ont des formations universitaires qui reviennent en formation professionnelle parce que ça convient mieux à leur profil. Moi, ce que je trouve en ce moment, c'est que c'est un peu un éditorial que je vais faire, mais c'est une observation aussi, là. On est très axé sur la rapidité. C'est de diplômer le plus rapidement possible. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'on raccourcit des formations pour diplômer le plus rapidement possible puis répondre à des besoins du marché du travail. C'est ce que je vois en ce moment. C'est ce que j'observe dans les dernières années. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité quand même, du moins du point de vue du conseiller d'orientation, lorsqu'on a un jeune qui envisage un profil de carrière ou un profil académique où on sait que
les perspectives d'emploi sont limitées, les conditions de travail vont peut-être être difficiles. Ultimement, même si ce n'est pas l'objectif principal, les salaires sont insuffisants. Il y a des statistiques sur tout aujourd'hui. Donc, un jeune qui arrive avec un projet, là, du point de vue du conseiller, est-ce qu'il n'y a pas quand même une responsabilité sans nécessairement contraindre le jeune ou trop l'orienter, mais quand même le conseiller avec... on est là un peu peut-être du point de vue du conseiller quand même pour dire, écoute, ça, je ne te le mot le dit, je ne te conseille pas ce parcours-là. Oui, j'aime ta question. Ouais, j'aime ta question. Notre responsabilité, c'est de donner l'information pour que ce jeune-là puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause et puisse assumer sa décision par la suite. Nous, on n'a pas le rôle de dire t'es mieux de ne pas aller là parce que c'est pas assez payant. Ben, pas nécessairement le salaire, encore une fois, là, c'est un élément parmi tant d'autres. Où il n'y a pas d'emploi dans ça. Mais parmi les possibilités, ce qui est important, c'est que il puisse avoir l'information, toute l'information sur lui-même ou elle-même. Je parle toujours au masculin, mais lui-même ou elle-même, ou elle-même. Parce que la décision part d'abord de soi et ensuite de l'extérieur. OK? Donc, moi, je suis faite de cette manière-là. C'est d'abord une connaissance de soi. Puis après, mais qu'est-ce qui existe dans le marché comme étude, comme profession? Si une personne est vraiment convaincue qu'elle est faite pour un domaine, une profession, un métier, après, là, le salaire ou les perspectives d'emploi, c'est secondaire. Ça peut le devenir. OK. Moi, j'ai vu des personnes choisir des emplois moins payants qu'un autre ou moins de débouchés qu'un autre parce qu'elles étaient tellement convaincues que c'est ça qu'elles voulaient faire. C'est là qu'elles sont allées. Il y a beaucoup d'histoires de succès, là, professionnelles ou personnelles. Ou partir en affaires, démarrer une entreprise, à l'asseoir de leur front. C'était pas gagné d'avance, mais elles le font. Parce que ça fait partie de leur personnalité. C'est un projet, c'est là qu'elles sont rendues dans leur vie. Et c'est une conviction. Alors, nous, on n'est pas là pour décourager, encourager un projet, on est là pour éclairer la décision. Sans faire de religion, là, mais ça me rappelle les propos du pape François. C'était dans le contexte, je pense, de les droits des personnes homosexuelles. Puis le pape François avait dit « Qui suis-je pour juger? » Donc, c'est un peu ça. C'est la petite minute ecclésiastique. Alors, si on parlait de santé, est-ce qu'il y a, pour un jeune, est-ce qu'il y a un profil type pour quelqu'un qui voudrait faire carrière en santé? Est-ce qu'il y a un profil type, disons? Bien, il y a 2 caractéristiques en général qu'on voit. La première, que les gens nous disent beaucoup, là, c'est qu'ils veulent aider. C'est des personnes qui sont vraiment tournées vers les autres personnes, qui veulent aider, qui veulent prendre soin, soit de façon physique, soins physiques, soit mentale, donc santé mentale. Et il y a l'aspect aussi scientifique. Donc, tu le sais, hein, tu es en médecine. Donc, il y a vraiment l'aspect science là, qui est relié à ça. Et selon ce qui sort le plus évident entre les deux, bien souvent, ils vont aller peut-être plus vers sciences humaines, sciences nature. Et là, ça va se jouer entre les deux. Donc, et après, on va aller souvent plus vers une famille de professions qu'une profession en particulier. Et c'est souvent ce profil de personnalité-là qu'on va avoir. Là. Okay. Et dans si c'est vraiment plus la science qui ressort, plus que le côté soins ou services, bien là, on va avoir plus les professions, je dirais, laboratoire, des professions comme radiologie. Ces professions-là qui sont un peu plus retirées, moins de soins. C'est sûr qu'il y a un contact avec les gens quand même.
Après, est-ce qu'une personne est plus extravertie, introvertie? Il y a tout ça là, qui va entrer en ligne de compte là, dans le choix de la personne. Pour l'évaluation d'une personne qui vient te rencontrer comme ça, c'est un questionnaire ou une Ben, grande entrevue informelle où on... ça dépend de l'approche OK. choisie par le conseiller d'orientation. En général, on fait toujours une première rencontre là, où on va évaluer le besoin de la personne, son parcours, on va lui poser toutes sortes de questions, on va discuter avec elle pour bien la connaître, puis on va faire un plan, je dirais un plan d'intervention avec elle. Souvent, on va utiliser là, des outils psychométriques, des outils d'évaluation, des questionnaires. Pour des personnes un petit peu plus, qui ont plus d'expérience, un peu plus des adultes, on va avoir des bilans, professionnels qu'on va faire avec elles et donc on va avoir, comme je disais, des outils psychométriques pour évaluer les intérêts, la personnalité, pour aller voir les besoins de la personne. Qu'est-ce qui la motive dans un emploi, dans les études, et puis, on va avoir une conversation avec cette personne-là. On va avoir une intervention, on va avoir une évaluation. Il n'y a pas juste les tests, là, c'est ce qu'on appelle les tests. Mhm. On va avoir aussi toute notre observation clinique et notre jugement clinique et notre discussion avec la personne qui va constituer notre évaluation pour l'aider à faire un projet qui a du sens pour elle. Le mot sens, là, c'est vraiment ce qui va permettre de faire un projet qui va avoir, je dirais, qui va produire une motivation durable pour la personne dans le temps. Quand tu parlais du besoin, du désir d'aider comme étant un des critères, est-ce qu'on va rechercher des caractéristiques d'empathie? Est-ce que ça va jusque-là ou ça devient trop Oui, compliqué? non, non, non. OK. Il peut avoir de l'empathie, il peut faire une différence dans le monde, aider son prochain. Il peut avoir, j'aime les hôpitaux. J'ai toujours aimé les hôpitaux. OK. J'aime les personnes âgées. J'aime les bébés. J'aime les enfants. Ça, c'est des choses que j'ai entendues souvent. Puis peut-être s'il y a des collègues conseillers d'orientation qui m'écoutent, ont entendu ça aussi. Ou d'autres professionnels de la santé Mhm. là, qui se reconnaissent là-dedans. J'ai déjà eu une jeune personne qui était venue me consulter qui m'avait dit, moi, je vais être infirmière, puis je vais travailler juste en pouponnière. J'ai dit, quand tu vas faire ta formation, ça va être tu vas devoir vivre tous les domaines, là, y compris la psychiatrie, la chirurgie, tu vas faire salle d'op, tu vas... Oh non, non, moi j'ai peur du sang. Ben là, on va en discuter parce que, Mhm. tu sais, tu n'as pas toujours le choix. Comme une personne qui m'avait dit aussi, moi, je vais être préposée aux bénéficiaires. OK, pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Tu comprends? On pose des Mhm. questions comme ça. Dis-moi, je veux discuter avec les personnes âgées, leur tenir la main. D'accord? Tu sais qu'il y a beaucoup d'autres choses que tu vas faire dans ce métier-là. Par exemple, changer les couches des personnes âgées, donner des bains. Oh non, non, moi, je ne veux pas faire ça. Mhm. Donc, quand je te disais tout à l'heure, donner l'information pour que la personne puisse prendre une décision en toute connaissance de cause et assumer cette décision-là, nous, on n'est pas des experts de toutes les C'est ce professions. que j'allais demander. C'est ça. On n'est pas des experts de toutes les professions. On sait beaucoup, beaucoup de choses. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a on a des outils, par exemple, maintenant, Internet, c'est fantastique. Trahissons mon âge. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'Internet. Alors, Internet, maintenant, c'est fantastique. Remarque, s'il n'y avait pas eu Internet, on ne se serait jamais connus. Effectivement. Donc, il Merci, n'y a pas juste du LinkedIn. mauvais. Ouais. Non, non, mais c'est fantastique, Internet, maintenant, pour toute la recherche d'informations scolaires et professionnelles. Donc, on va dire à nos clientèles, justement, aux jeunes et les parents, faites des recherches sur Internet. Il y a des vidéos sur YouTube. Il y a des organismes comme Academos, Jeunes Explo, qui font des présentations de professionnels, des métiers qui présentent leur profession. Puis, on dit, allez dans des portes ouvertes, des établissements scolaires. Faites des élèves d'un jour dans des programmes qui vous intéressent. Allez parler à des gens qui enseignent ou qui pratiquent ces professions-là. Allez voir des milieux pour vous imprégner. Souvent, les jeunes sont très concrets. Fait que même si nous, on dit, il y a ça, ça, ça dans cette profession-là,
ou qui le lisent sur Internet, ça reste théorique. Donc, allez voir là, dans le milieu ou parler à des gens qui pratiquent cette profession-là ou ce métier-là, ça permet de prendre une décision en toute connaissance de cause. Est-ce qu'il peut arriver qu'un ou une conseillère se fasse poser des questions puis dise, écoute, je vais devoir faire des recherches ou je vais te revenir, là, vraiment ce Toujours, que tu me demandes, là, tu sais, toujours, je connais moins le profil peut-être, ou, toujours. parce que parfois, il y en a des jeunes qui doivent avoir des objectifs très précis, là. On envoie, moi, je veux faire telle chose, puis on ignore même que ça existe. Donc, Ben, je dirais que plus on a d'expérience comme conseiller moins ça d'orientation, arrive. moins ça arrive qu'on ne le sait pas, mais il y a tellement de nouvelles professions toujours, surtout dans les technologies, par exemple. On fait beaucoup, beaucoup de recherches, puis on a une belle communauté, les conseillers, conseillères d'orientation, on s'entraide entre nous. Et, mais on encourage beaucoup les jeunes à se responsabiliser eux-mêmes, puis je pense qu'ils sont meilleurs que nous en plus, là. Donc souvent, ils trouvent elles-mêmes l'information, puis nous la ramènent. Donc, on veut faire ça aussi, l'échange de discussions et d'informations avec les jeunes pour que on puisse discuter de cette information-là puis les aider à prendre une décision après, là. Est-ce qu'il y a un profil qui ne cadre pas du tout avec la santé? Est-ce qu'on peut rencontrer un jeune qui dit, moi, tu te donnais quelques exemples, là, des jeunes qui viennent, moi, j'aimerais ça être en santé, puis après une ou deux rencontres, on va dire, écoute, pas du tout, là. Mettons, toi, tu ne retrouves pas ce besoin d'aider, tu ne retrouves pas cet attrait pour les sciences, finalement. Le jeune est dans ton bureau pour les mauvaises raisons, entre guillemets, ou... Ça n'arriverait pas OK. vraiment, je pense, Mhm. parce que, ben, s'il veut y aller pour les mauvaises raisons, ça serait pas juste pour la santé ou ça serait pour tous les domaines, Mhm. parce que, par exemple, c'est payant, je vais être chirurgien, Par exemple. c'est payant, OK. On va aller plus loin pour voir si tu as vraiment le profil. Puis là, ben, finalement, c'est une personne qui a pas le souci des autres, qui aime pas aider, qui est pas intéressé par les gens, par exemple, qui aime pas écouter, qui aime pas les horaires atypiques, bon, tu sais, qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères qui sont pas en lien avec le réseau de la santé, par exemple, ou le Mhm. domaine de la santé ou des soins aux personnes, qui seraient très, 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 très introvertis, par exemple. Mais ça me surprendrait qu'une personne qui a un profil comme celui-là arrive à son conseiller ou sa conseillère puis dise, moi, je vais aller dans le réseau de la santé ou je vais aller dans le domaine de la santé. Ou encore, ce serait une personne qui se dirigerait vers une profession de la santé plus, comme je disais tout à l'heure, vraiment en laboratoire, en recherche et développement, en analyse. Il y en a aussi, là. Mhm. On pourrait aller vers ça, qui aurait un profil vraiment plus scientifique. Il y aurait de la place pour lui ou elle à ce moment-là. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Quand on parle d'orientation pour un jeune, disons, secondaire, cégep, un peu comme dans le sport, les parents ne sont jamais trop loin, j'imagine. On le souhaite. Est-ce que c'est un... comment dire? C'est un triangle qui est favorable ou qui peut nuire? Ou,
En orientation, la première influence des jeunes, c'est ses parents. Négatif ou positif, j'imagine? C'est bien dit, ça. Ça peut être dans les deux sens. Souvent, quand on rencontre des jeunes, on leur demande qu'est-ce que tes parents en pensent, comment tu es supporté par tes parents. Parfois, le jeune est supporté, parfois, il ne l'est pas. Parfois, il y a de la pression. Puis là, je vais parler un peu aux parents. Sans le vouloir, on en met de la pression à nos jeunes. Même quand on pense ne pas en mettre? Même quand on pense ne pas en mettre, puis même quand on a de très bonnes intentions. En disant « Ouvre-toi toutes les portes, on est là, on va t'aider ». Parfois, c'est simplement juste lui dire qu'on est là, puis le laisser venir. Parfois, c'est simplement ouvrir la discussion, mais en disant, par exemple, « Oh, je te vois là-dedans, va là-dedans ». On veut l'aider, mais ça se peut qu'il ne nous le dise pas qu'il n'a pas envie de faire ça. Mais donc, le mieux, c'est de ne rien dire. Non, c'est d'être présent, d'ouvrir la conversation, mais par exemple, de l'accompagner dans une démarche d'orientation, de lui envoyer des sites Internet avec des recherches qu'on a faites. Puis moi, c'est sûr, je vais vous parler du site Espace Parents. Petite pause publicitaire. C'est là que tu voulais aller? Oui, parce que c'est très intéressant. J'ai jeté un coup d'œil. On parle de santé notamment, donc... mais je t'écoute. Alors, le site Espace Parents, on l'a fait en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec et c'est financé par le ministère de l'Éducation. Situation idéale. C'est fantastique. Alors, la mission de ce site-là, puis on le met à jour à chaque année, c'est d'informer les parents. Puis, il est tellement bien fait, là. Puis, j'ai pas de mérite, là, c'est pas moi qui le fais. Alors, si votre jeune est en première secondaire jusqu'à 5e secondaire, même aux études postsecondaires, si vous êtes une personne qui est immigrante, là, qui vient d'arriver au Québec, il est même traduit en anglais, vous avez toutes sortes de conseils sur quoi dire, quoi ne pas dire. On vous explique ce que votre jeune vit dans son questionnement professionnel, ce que vous pouvez, des ressources que vous pouvez consulter, même les autres professionnels qui gravitent autour de votre jeune à l'école. Donc, moi, je vous encourage vraiment à aller sur le site Espace Parents, là, puis c'est gratuit. Vous pouvez même poser une question à notre conseillère d'orientation qui coordonne le site Espace Parents. C'est gratuit. Et qui va répondre. Qui va vous répondre. Dans un délai de... Très rapidement. On n'a pas de chiffre. C'est comme... Non, mais c'est extrêmement bien fait. Je mettrai le lien sur tes notes de balado. Merci Jean-Pierre. C'est un outil très précieux et méconnu, malheureusement. En fait, c'est intéressant pour tout le monde. Tout le monde. Finalement, parce que... Donc, dans cette relation-là, je ne sais pas si on peut appeler ça une relation d'aide, mais dans la relation que tu vas avoir avec un jeune qui vient te voir, vas-tu rencontrer avec les parents, sans les parents? Ou... Ça dépend, Okay. Parce que c'est important d'avoir le consentement du jeune. Alors, c'est sûr que nous, on aime avoir un partenariat, je dirais une collaboration avec les parents. Moi, quand j'étais en pratique privée, je voyais des jeunes. Les jeunes me disaient, je disais, tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Je leur en ai pas parlé. Et ce que je leur suggérais, mais qu'est-ce que tu en penses à la dernière rencontre si on faisait une rencontre, toi et moi, avec tes parents pour que je leur explique? C'est rare qu'ils disaient non. Je pense que ça ne m'est jamais arrivé. Okay. Alors, j'avais le consentement du jeune et puis les parents étaient très contents. Donc, on avait vraiment une discussion et le jeune était content. Les jeunes étaient contents parce que ça leur permettait qu'une autre personne explique à leurs parents ce qu'ils vivaient, répondre à leurs questions. Puis, en bon français, ça leur donnait un break un peu parce que des fois, les jeunes trouvent que leurs parents sont un peu sur leur dos. Mm-hmm. Mais la plupart du temps, il y a une belle relation entre les jeunes et leurs parents. Mais parfois, les parents, on veut trop. Donc, ça donne un peu, je dirais, une occasion d'échange puis d'expliquer,
c'est pas grave, par exemple, si votre jeune se trompe ou ne va pas à l'université ou va en formation professionnelle. Parce que, ça, je l'ai entendu souvent, les parents, parfois, projettent dans leurs jeunes des désirs qu'ils n'ont pas eux-mêmes réalisés, des projets qu'ils n'ont pas faits, ou où ils veulent le meilleur pour leurs jeunes, ou veulent donner à leurs jeunes des chances qu'ils n'ont pas eues eux-mêmes. Donc, ça, c'est important aussi comme parent de prendre du recul de ça, là. Mais on n'en est pas conscient, puis c'est pas de mauvaise foi, c'est pas de mauvaise intention, là. Mais est-ce que ça arrive que les parents en entrevue là, apprennent des choses, là? Tu sais, que leur enfant là, ne leur a jamais dit, mettons, par Ça peut exemple, je arriver. penserais au président d'entreprise, là, puis son jeune n'a jamais osé lui dire qu'il n'a aucun intérêt pour son usine de pneus, là, tu sais, Ça peut arriver. puis là, le père est comme Ça effondré, là. pourrait arriver, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver ou encore on confirme des choses. OK. On confirme des choses, mais c'est qu'on les explique, puis on est là, tantôt tu as dit, est-ce que c'est une relation d'aide? Tout à fait. Mhm. C'est une relation d'aide et on explique les choses. On a cette expertise-là aussi de dire, ben voici et voici pourquoi. Et voici ce que vous pouvez faire avec cette information-là après. Est-ce qu'il peut arriver que les parents viennent pour une entrevue, puis que le ou la conseillère d'orientation se rende compte, non, ça c'est complètement toxique là, d'avoir rajouté les parents dans l'équation. Ben, ça Un pourrait peu comme dans le arriver. sport, encore une fois, il faut ressortir les parents Ça pourrait arriver. J'imagine OK. que ça pourrait arriver. Unique Média, une agence de conception web et vidéo innovante, vous offre une gamme complète de services sous un même toit. Que ce soit pour créer un site web, lui donner une toute nouvelle vie avec une refonte, produire une vidéo corporative de premier plan ou concevoir un projet de motion design qui en met plein la vue, l'équipe d'Unique est là pour transformer votre vision en réalité. Pour découvrir l'ensemble de nos services et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons concrétiser votre vision, visitez notre site web à uniquemedia.ca, unikmedia.ca. Ça dure combien de temps, un processus d'évaluation? Avec un jeune? Moi, c'est ça. Combien d'heures? Ça Combien de rencontres? varie, mais ça peut être 3, 4, 5, 6 rencontres. Ça dépend toujours d'une heure, OK. c'est ça, habituellement. Est-ce qu'on doit s'attendre à avoir une offre de service dans toutes les écoles secondaires du Québec? Ça serait l'idéal. Mais ce n'est pas le cas? Ça n'est pas le cas. Il y a des écoles, comme je disais, en ce moment, il y a une pénurie de conseillers d'orientation. Il y a des écoles où, là, j'ai pas les derniers ratios, là, mais il y a des écoles où il peut y avoir un ou une conseillère d'orientation pour 1500 élèves. C'est impossible. Donc, le rôle du conseiller d'orientation, d'accompagnement, puis là, je fais des guillemets, se limite à choix de cours pour 4e secondaire et formulaire d'inscription pour le 1er mars, parce que les dates limites d'inscription pour le collégial, c'est le 1er mars quand on est en 5e secondaire. Fait qu'il y a des conseillers d'orientation qui sont aux prises avec ça. Ce qu'on aimerait, nous, c'est que le rôle du conseiller d'orientation soit utilisé à son plein potentiel, donc soit vraiment un accompagnement dès la 1re secondaire pour dire, on va faire un processus de connaissance de soi, là. Toi, là, qu'est-ce que tu aimes? Puis, tu sais, apprendre à découvrir, et que ça soit un processus continu pendant le secondaire pour pas que en 4e secondaire, on commence à se demander qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, puis qu'est-ce qui m'allume, moi, puis dans quoi je suis habile, puis qu'on essaie de mettre tout ça ensemble, puis ça peut ressembler à quoi? Ceci dit, choisir une profession là, pour la vie à 17 ans, là, penses-tu que c'est possible? Penses-tu que c'est anxiogène? Ça peut l'être, certainement, c'est sûr. Ça. C'est possible. Il y a des jeunes qui le savent. Tu me l'as dit tout à l'heure.
Il y a des jeunes qui savent dès leur jeune âge qu'ils veulent être médecins, par exemple. Mais je reviens, Pompiers. je pense à Joanne Liu que j'ai rencontrée hier, l'ancienne présidente de Médecins sans frontières. Dès la fin de l'adolescence, Elle le savait. elle voulait faire de la médecine humanitaire. Fantastique. Donc, il y en a qui le puis savent. manifestement, c'était le bon choix parce qu'on est... Et tu sais, il y a des gens qui veulent être sûrs à 100% avant de s'engager dans une voie. C'est pas toujours possible. Parfois, c'est de s'engager dans une voie et de... Regarde, moi, tout à l'heure, je disais, quand je suis entrée dans le programme du baccalauréat en orientation, je suis tombée en amour avec. Je savais pas vraiment c'était quoi tant que ça avant. Et parfois, c'est en s'engageant dans une voie qu'on trouve l'eau bonne. Mais toi, à l'époque... On veut rester dedans. Mais toi, à l'époque, tu demandes droit en premier choix, mais ton deuxième choix, c'est un peu comme presque un hasard. C'est le hasard de la vie. Pas vraiment. J'avais consulté un conseiller d'orientation OK. qui m'avait dit, ben, tu aurais le profil pour être conseillère d'orientation. J'avais fait, hein? OK. Ben oui, pourquoi pas? OK. Pour les parents, encore une fois, évidemment, ce ne sont pas tous les jeunes, de toute façon, ce serait impossible. Tu l'as dit, là, les ressources ne sont pas là, mais pour les parents, quand est-ce qu'un parent devrait allumer, entre guillemets, puis dire, je pense qu'on va aller voir un conseiller d'orientation, là, où je te propose, évidemment, oui, il peut pas amener le jeune de force, là. Ben, moi, c'est sûr. On revient à la question tout à l'heure, peut-être à quel moment du cursus, là, que ce serait plus le parent qui sonnerait l'alarme, entre guillemets, plutôt que le jeune, secondaire 2, 3 ou... Ben moi, je dirais, trop jeune, c'est un peu difficile, là, mais à l'école, de toute façon, il y a des contenus obligatoires en orientation. Donc, il y a des heures là, qui sont réservées à ces contenus-là, habituellement, en tout cas, dans les écoles. C'est ce qui est préconisé là, dans le programme scolaire. Puis, il y a toujours de l'information scolaire là, qui est encore une fois, supposément, dans les écoles. Puis, les jeunes peuvent aller voir leur conseiller d'orientation, leur conseillère d'orientation. Mais sinon, si on veut vraiment entreprendre un processus d'orientation, là, moi, je dirais maximum au début, au plus tard, je veux dire au début de la 4e secondaire. Au début de la 4e. Parce que on est assez vieux là, pour un peu plus se connaître puis faire un choix de cours. Mais, je veux dire, 1er mars de 5e secondaire, là, c'est les choix de programme pour le collégial. Mais si on veut faire un DEP, il y a des programmes accessibles dès le 3e secondaire. OK. Mais à partir du moment où un jeune est mélangé puis il ne sait pas quoi faire, on peut aller consulter. Mais c'est ça. Donc, mais moi, il y en a qui ne sont pas mélangés. Mais moi, je suis un parent. Là, donc, ça veut dire que techniquement, il faut à un moment donné que je commence à poser des questions à mon jeune pour dire tu pensais ce que. Mais ça pourrait être une forme de pression. Tu pensais ce que tu voulais faire plus tard ou. C'est pas une forme de pression de discuter. OK. Ce n'est pas comme de dire là, il faut que tu te décides. Okay. C'est important de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Il faut que tu te décides. OK. Mais tu sais, toi, est-ce que tu as pensé ce que tu veux faire plus tard? Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent? Puis une autre chose, quand je parle d'ouvrir la discussion, ça pourrait être « Hey, j'ai remarqué que ça, là, quand tu fais ça, t'aimes vraiment ça, faire ça. OK. T'es heureux, t'es contente quand tu fais telle chose. Je vois que t'es allumée. Ou dans ça, t'es bonne. Je te vois faire ça. Quand tu fais ça, t'es vraiment bonne, t'as du talent. » Ça veut pas dire « fais telle profession ». C'est juste, j'observe que t'as telle habileté ou t'as tel intérêt. C'est tout. C'est aider son jeune à prendre conscience puis à se connaître. C'est tout. Est-ce que des parents pourraient avoir devant eux leur enfant qui se dit « je veux faire telle chose, je me vois dans tel domaine », puis les parents, eux, en toute bonne foi, puis parce qu'ils connaissent leur adolescent, disent « nous, on pense que non. » là, donc, suggérer aux jeunes, on va aller voir un conseiller d'orientation. Tout à fait. Puis là, le jeune va dire « non, moi, c'est très clair, je vais être chirurgien. » Puis là, les parents sont... Il me semble qu'il a peur du sang, il me semble que c'est pas le plus patient. Ou Donc, est-ce que pourrait, dans ce scénario-là, imaginer que les parents disent « écoute, on respecte ton choix ou autre, mais ce serait peut-être une bonne idée. Aurais-tu envie de... » Comment est-ce qu'on approche notre jeune qui, lui, sait ce qu'il veut faire et non pas celui qui ne sait pas?
Ce que tu viens de dire, c'est parfait comme intervention. OK. 10 sur 10. OK, merci. Et si le jeune dit, j'ai pas besoin de voir un conseiller d'orientation, c'est de la perte de temps. Autre alternative, qu'est-ce que tu en penses qu'on aille voir quelqu'un qui pratique cette profession-là? Pose tes questions, tu sais, pour vraiment valider ton choix avant d'embarquer dans la formation, avant de vraiment débuter toute ta formation, tu sais, pour vraiment être sûr là, de valider ton choix. C'est bon. Ça fait un bon tour d'horizon, donc on approche tranquillement de la fin. Donc, avec tout ce que tu m'as dit, on a parlé de la santé, on a parlé d'un paquet de choses, mais je ne t'ai pas demandé c'était quoi pour toi être en santé ou la santé. Qu'est-ce que c'est la santé pour moi? Pour moi, la santé, c'est un tout, santé mentale et santé physique. Je pense que la santé, c'est d'être... sentir qu'on est à sa place dans sa vie puis dans la société. Là. Sentir que on est bien dans sa tête. Donc, être bien dans sa tête, là, ça veut dire... Ça veut pas dire de ne pas avoir de stress, ça veut pas dire de ne pas avoir d'anxiété, mais ça veut dire... je suis dans, par exemple... Si je suis en relation amoureuse, je suis dans une relation respectueuse, je me sens bien, je me sens respectée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de tension, là, mais avec ma famille, tu sais, je me sens respectée. Je me sens en paix. J'ai une profession, des études avec lesquelles je me sens en harmonie. Il y a du sens dans ce que je fais. Ça, pour moi, c'est une santé mentale. Là. Puis santé physique, ben écoute, c'est pas mon cas. Je fais pas de sport en ce moment, mais je me sens bien. Tu sais, pour moi, la santé physique, c'est avoir la capacité de faire ce qu'on veut faire. Tu sais, d'avoir une harmonie, de s'accepter, là, même en vieillissant, je dirais, là, puis même pour les jeunes, là, tu sais, d'accepter là, qu'on a des limites aussi. Mais en fait, la beauté de la chose, c'est qu'on ne se rappelle pas de notre condition physique il y a 30 ans. Sinon... Ben, on la sent pas, on s'en rappelle de mémoire. Non, mais pas vraiment, parce que je te donne un exemple. Moi, je joue au hockey, là, puis j'ai l'impression que je joue encore aussi bien qu'il y a 30 ans, mais c'est faux, c'est sûr. Puis là où je m'en suis rendu compte, à un moment donné, j'ai joué quand même du hockey de haut calibre, là, puis il y a quelques années, après mon garçon joue au hockey, puis là, moi, je l'attends, puis là, je vois un match du calibre dans lequel j'ai joué quand j'étais jeune. Et tu dis, oh, wow! Là, je dis, non. C'est impossible. C'est impossible que j'ai joué à cette vitesse, avec ce niveau d'habileté ou... Donc, mais on ne s'en rend pas compte, c'est extraordinaire. Non, on s'adapte. Mais c'est ça, la santé, pour moi, c'est quelque chose qui bouge et en tout cas, je vais parler pour moi, là, que je dois accepter qu'il change. Mes limites changent, puis, en tout cas, physiquement, là, puis c'est quelque chose que je dois accepter, qui n'est pas facile, mais que je travaille. Est-ce qu'en vieillissant, c'est plus le déclin des capacités intellectuelles ou physiques qui t'inquiète? À choisir entre des oublis de mémoire ou de l'arthrose moi, du c'est genou? physique. Ah oui, OK. Moi, c'est pas de l'arthrose du genou, c'est de l'arthrose du cou. Bon, OK. C'est une autre place. Non, ben ma santé mentale, elle va super bien, là, je te dirais. C'est peut-être parce que je suis dans un domaine de la santé mentale où je lis beaucoup là-dessus, puis je suis très... vigilante, je dirais, là-dessus. Je suis pas mal moins bonne dans ma santé physique. OK. Peut-être parce que c'est moins mon domaine. Moi, personnellement, dans le moment où je suis, j'accepterais plus certaines restrictions physiques que psychologiques. Pour paraphraser, c'est Bill Gates qui avait dit sa plus grande crainte, c'est que son cerveau arrête de fonctionner. Donc, dans ce sens-là, oui. Peut-être parce que là, en ce moment, je vis plus de limites physiques. Donc, c'est parce que j'en vis pas de limites intellectuelles. Non. Ben, pas à ma connaissance. En tout cas, ça ne paraît pas. Si c'est le cas, tu le caches bien.
Alors, il y a une petite section baguette magique dans mes Ah, entrevues, donc que je te tends, nous sommes face à face, donc je te laisse changer une chose dans le système de santé par magie. une chose dans le système de santé, Ça peut être le système de santé élargi, là, puisque je réalise qu'on a parlé de santé finalement depuis le début de l'entrevue, donc et puis c'est juste une chose, parce que ben, j'en je peux aurais t'en deux. laisser deux, là, tu sais, exceptionnellement. Hey, c'est gentil. T'es généreux, Jean-Pierre. Incroyable. Je vais être chauvine, puis je vais en prendre une. C'est sûr que les conseillers d'orientation auraient une place à leur plein potentiel, au plein potentiel de leur champ d'exercice et de leur expertise dans le réseau de la santé. Ils sont vraiment sous-utilisés Mhm. en ce moment. Mais ma grande baguette magique, là, c'est que on n'attendrait pas 24 heures aux urgences. Tout le monde aurait accès à des soins En temps opportun. en temps opportun, autant mental que physique, là. Pour revenir à ta première baguette magique, donc dans le réseau de la santé, spécifiquement, qu'est-ce que tu aurais en tête, là? On ne sait jamais, peut-être qu'un jour... Mais c'est que les conseillers d'orientation peuvent être très contributifs à différents niveaux dans des programmes et services dans le réseau de la santé. Entre autres, en psychothérapie, qui sont à peu près inexistants, les services de psychothérapie dans le réseau de la santé, mais il y a des conseillers d'orientation qui offrent des services. En santé mentale, tout ce qui est, par exemple, les programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, les dépendances, les personnes aux prises avec des dépendances, les jeunes en difficulté. Quand je parlais Mhm. tout à l'heure, là, ça, on travaille fort là-dessus, là, mais les jeunes là, qui sont en protection de la jeunesse et ceux qui sortent du réseau de la protection de la jeunesse pour l'intégration, la réinsertion sociale et professionnelle. La déficience physique, là, je dirais que c'est là où on est le plus présent, là, les personnes en réadaptation physique. Puis, donc, c'est ça. C'est que on pourrait travailler davantage en collaboration avec les autres professionnels dans notre champ d'exercice pour aider ces personnes-là à intégrer, réintégrer les études, le marché du travail et prendre des décisions personnelles et professionnelles dans leur identité Je suis personnelle. content de t'avoir posé la question parce que je l'avais interprété plus comme étant une intervention au niveau des employés du réseau. Est-ce que tu verrais un rôle à ce niveau-là? Ça pourrait, oui, parce que on a déjà eu une conseillère d'orientation, d'ailleurs, là, qui a travaillé dans le réseau pour aider les personnes à réintégrer le réseau après un arrêt de travail. Parce que ce qu'on voit souvent dans les réseaux, je parle des infirmières parce que c'est plus près de moi, les affichages de postes. Oui, Donc, les infirmières postulent sur un poste et obtiennent le poste, mais il y a une période d'essai. La durée, c'est quelques semaines, là. J'ai envie de dire que 8 semaines, c'est peut-être 4. Et les infirmières ont ensuite le loisir de refuser le poste, finalement, là. OK. De retourner à la tâche qu'elles occupaient avant, là. Puis, je me dis peut-être qu'on pourrait éviter beaucoup de ces choses-là avec des rencontres. Je te donne un exemple, l'endoscopie digestive, par exemple. Tout ce qui est coloscopie, c'est pas fait pour tout le monde. Ça doit. Cependant, ça peut être des conditions de travail qui sont intéressantes, là. Parfois, peut-être la garde est moins lourde, c'est du 8 à 4. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent, c'est leur droit de dire, moi, ça m'intéresse finalement, là, je suis tanné de faire des nuits à l'urgence. Ben oui. Donc, les gens postulent, puis il m'est arrivé dans ma carrière d'être en endoscopie, puis de voir arriver une nouvelle infirmière qui arrive d'un autre secteur, puis ça prend comme 2 heures, là. Puis on se dit, non, c'est sûr, t'sais. C'est certain qu'elle ne restera pas, là. OK. Pas parce qu'elle n'est pas... C'est pas un enjeu de compétence, de Non, c'est un relation enjeu. professionnelle, on perçoit presque pas à le l'aise. malaise, là, C'est ça. de jouer dans l'intestin, entre guillemets, Oui. de travailler avec l'intestin des gens. Puis je te parle de la coloscopie, la gastroscopie, c'est pas nécessairement parfois plus attirant, les sécrétions, les gens C'est tous ça. crachent. Donc, je me suis toujours fait la réflexion de dire on pourrait éviter beaucoup de
de ce va-et-vient-là qui aussi un peu paralyse le réseau parce que parfois, lorsque l'affichage a été fait puis le poste n'a pas été pris, mais finalement, le poste n'est pas réoffert tout de suite. Il y a un deuxième affichage. Il y a beaucoup de ça dans le réseau. Très bon point, Jean-Pierre, parce que là, je parlais d'une conseillère d'orientation qui aidait les personnes à réintégrer l'emploi. Mm-hmm. Et là, tu parles d'un mouvement personnel. Exact. En fait, ça serait en lien avec les ressources humaines. Mm-hmm. Il y en a des CO depuis ça le serait début. directement dans ton champ d'intérêt. Tout à fait. Il y en a des CO qui travaillent, CO pour conseiller d'orientation, qui travaillent en ressources humaines. Mais là, on parlerait vraiment de gestion de carrière à l'intérieur du réseau de la santé. Et ça pourrait même être pour les nouvelles recrues dans toutes les professions ou tous les corps d'emploi. Parce que c'est pas juste les professionnels, là, tous les corps d'emploi dans le réseau de la santé qui veulent faire des mouvements ou qui n'aiment pas. Tu sais, les recrues, là, on se les même fait dire là, pour certaines professions qui arrivent puis qui disent, ben moi, j'aime pas ça là, dans tel département, comme tu viens de le nommer, ou en santé mentale ou en psychiatrie. Je suis pas à l'aise avec cette clientèle-là, mais je sais pas où aller. Ben, peut-être qu'un programme de gestion de carrière permettrait... Aurait évité peut-être que tu te retrouves là même. Oui. À la limite. Ou va éviter que tu répètes la même erreur. La même erreur, ou Entre en tout cas, guillemets, oui, c'est ça, ou le même processus après, le d'essai-erreur. Bon, ben, c'est toute une baguette magique. C'est toute une baguette magique, mais là, c'est toi qui l'as C'est faite. une baguette à deux têtes. Alors, finalement, as-tu une rencontre de rêve? Quelqu'un que tu souhaiterais rencontrer dans le monde? Vivant ou décédé? Ou, Une personne populaire? C'est ton choix. Il y en a qui m'ont déjà dit mon père. Il y a des choix classiques, là, donc le pedigree sur le listing est sur le site web. Mais... Moi, écoute, moi, c'est ma sœur jumelle. Ma sœur jumelle qui est décédée en 2010, qui est décédée subitement d'une rupture d'anévrisme. Alors, c'est sûr que si moi, là, c'est un peu la baguette magique en même temps. Tout à fait. Donc, c'est sûr, moi, si tu me dis vivante ou décédée, c'est sûr que c'est ma jumelle. Si je pouvais faire revenir ma jumelle au ciel, c'est elle que je ferais revenir. Une jumelle identique? Identique, oui. Quand tu imagines ta jumelle aujourd'hui, est-ce que tu la vois comme elle était à l'époque ou... Oui. Oui, comme oui, toi, tu es aujourd'hui? Non, je la vois comme elle était à l'époque. Donc, elle ne vieillit pas. Non. Fait qu'elle a encore les mêmes capacités physiques. As-tu une cause qui tient à cœur ou une fondation? Il y en a plusieurs, mais comme ma sœur a fait un don d'organes, c'est sûr que moi, la Fondation des dons d'organes me tient à cœur. Là. Donc, si j'avais à m'impliquer à un moment donné, ça, et j'ai une cousine qui est décédée aussi du cancer et qui était en maison de soins palliatifs. Donc, on avait donné à la maison de soins palliatifs à Sherbrooke. Donc, les maisons de soins palliatifs, pour moi, ce qui entoure, moi, le deuil et le décès, c'est quelque chose... Là, l'accompagnement des... L'accompagnement au deuil, pour moi, c'est quelque chose qui est précieux. Oui. OK. C'est bien. Alors, on a terminé. Je te laisse le mot de la fin. Je te remercie de m'avoir donné En fait, tout le plaisir pour moi. En cette passant, opportunité de parler de la profession de conseiller d'orientation. On a parlé de santé, mais on a parlé beaucoup d'orientation. Puis c'est la Semaine québécoise de l'orientation. Tout à fait. Donc, si les gens se sont rendus à la fin du podcast, je trouve que c'est une profession vraiment intéressante. Puis si jamais il y a des jeunes ou des parents qui nous écoutent, ça vaut la peine d'explorer cette profession-là et de venir voir si c'est une profession qui serait intéressante là, à joindre parce que c'est vraiment plein de possibilités. Josée, merci. C'est moi qui te remercie. À la prochaine. À la prochaine, j'espère. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.